أهلا وسهلا مرحبا بكم. Bienvenido, bienvenidat. Welcome. للطاولة رقم 26 27 سمحوا لنا. الطاولة تاع اليوم هي طاولة où on a le plaisir de regrouper donc nos amis qui sont présents ici à Alger. Et surtout accueillis par la Chambre Claire et le Box 24 aussi. Donc juste pour résumer un petit peu le principe de cette rencontre-là, Taola, c'est une session radio, c'est un faux direct et c'est donner la possibilité en fait aux personnes qui se sont regroupées lors de cette résidence artistique de partager les anecdotes, partager la recherche, partager l'expérience. Et puis libre à vous aussi, au public. Merci à vous aussi d'être là parmi nous et de répondre présent surtout en ce temps assez chaleureux et chaud. Donc n'hésitez surtout pas en fait à intervenir, que ce soit par des questions, par des commentaires ou ce que vous voulez. Donc on a le plaisir d'être aujourd'hui avec Martha, avec Walid Aïdou du Box 24, avec Yousr Ben Massoud, donc qui est l'artiste tunisienne qui a été sélectionnée pour cette troisième session de la résidence Jisr. On a Laura Benseven, qui est donc l'artiste qui nous vient de Barcelone. On a notre médiatrice locale algérienne qui est Shahina Zghir qui est là. Gir, pardon. Et on a Youssef Karash, donc gérant, propriétaire de la Chambre Claire qui nous accueille chez lui aujourd'hui. Marhaba bikoum. Donc pour première question, elle va être destinée plutôt à Youssef. Donc si tu peux juste peut-être présenter un petit peu ton parcours, le pourquoi du comment, le pourquoi du comment, la résidence, et à quel moment on se pose, enfin cette étape-là de recherche et de création et de volonté d'être ici se pose dans ton parcours de création, parcours de vie. Alors je me présente, Yousr Ben Massoud, artiste visuel. Je dois... Ok. Pardon? Ok. Artiste visuel, je travaille entre Paris et Tunis. Je suis diplômée de l'école des beaux-arts de Tunis et je continue mes études à l'école des beaux-arts de Paris. Ma pratique s'articule autour de la mise en place de dispositifs de montage qui sont conçus comme étant des... du coup, je disais que ma pratique s'articule autour de la mise en place de dispositifs qui sont conçus comme étant une figure d'accueil, des contenus d'expérimentation et des circuits de narration qui mettent au centre des récits narratifs destinés mais plutôt qui sont destinés à accueillir une certaine altérité, des sujets qui me parlent, qui sont surtout autour de la notion de la fragilité, de la sensibilité, des affects. Donc j'essaie de soulever un peu, à traduire un peu ces choses fragiles qui sont très présentes dans notre vie, ouais. En gros, en fait, quand tu parles des choses fragiles, ça serait quoi exactement concrètement? En quelque sorte, le deuil, c'est des affects un peu flottants qu'on n'arrive pas forcément, c'est des choses indicibles qu'on n'arrive pas forcément à mettre les mots dessus, mais qui nous traversent et qui font faire les choses. Et du coup, c'est une pratique un peu pluridisciplinaire qui passe particulièrement par la vidéo.
mais qui peut appeler aussi d'autres médiums d'expression tels que le dessin, la photo, l'installation aussi. Du coup, il y a un circuit de communication entre ces éléments qui sont intégrés dans un dispositif de montage et qui intègre forcément l'habitat ou le lieu dans lequel il est inscrit. Voilà. Et par rapport à la résidence JCR, alors j'ai postulé pendant l'été, l'année passée, et ça tombait pile poil avec ma phase d'évolution, on va dire, parce que voilà, je voulais plus plonger dans la pratique, mettre un peu le côté très intellectuel qui est assez présent dans les universités françaises et reprendre un peu un rapport assez ludique et qui soit plutôt dans le jeu par rapport à la pratique. Et c'est vrai que les concepts sont là, mais j'essaie vraiment de faire un travail pour revenir à l'essentiel en quelque sorte. Voilà, donc j'accumule des choses, je collectionne des éléments, je les monte dans un dispositif et tout le travail ensuite se consacre en quelque sorte à la connexion, mais aussi à l'élimination, à l'essentiel. Oui, je crois que j'ai répondu un peu aux deux questions, non? Oui, oui. Oui. Et puis après, en fait, par rapport à cette connexion-là aussi, il y a aussi Laura Van Sevenen aussi, là on a aussi le plaisir d'être connecté directement avec la rue. Et Laura aussi, elle a cette connexion-là, en fait, qui prend place ici en Algérie par rapport au côté sonore. Mais avant ça, il y a aussi le parcours aussi de la recherche qui s'est établie bien avant. Et donc cette étape-là d'Alger, elle est venue comme une sorte de chapitre aussi par rapport à ta recherche. Donc si tu peux nous parler aussi un petit peu de ton parcours, le pourquoi du comment et pourquoi Alger. Ok. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laura, je suis photographe. Je me suis toujours intéressée à la représentation du paysage et toutes les choses qu'on peut raconter à travers des images du paysage. Je trouve qu'il y a une grande force là. Aussi, je dois dire que français, c'est pas vraiment ma langue. Je vais faire un effort pour m'exprimer bien. Et voilà, si j'ai besoin d'aide, je vais vous regarder un peu pour trouver les mots, peut-être. Lentement, c'est ça. Et puis pour la résidence, en fait, je trouve que les résidences sont très intéressantes dans le sens qu'on a le temps, l'espace pour travailler sur un projet qui parfois existe déjà, parfois on trouve quelque chose pendant la résidence, mais surtout avoir le temps. Et puis, dans mon cas, j'avais postulé pour plusieurs résidences. Ça ne veut pas dire que Alger, c'est comme venu par hasard, parce que quand même, j'avais postulé pour venir ici. Et finalement, c'est la résidence qui est aussi qui est sortie. Ça se dit comme ça, qui est finalement qui est sortie. Et j'avais beaucoup d'envie de venir, surtout parce que c'était un pays que je ne connaissais pas du tout. J'avais aucune idée, c'était un peu comme, on dit en anglais, un blind spot pour moi. Je ne suis jamais voyagée au Maroc, en Tunisie, mais quand même, je connais un peu les choses là. J'avais quelques images dans ma tête et ici, avec l'Algérie, ce n'était pas le cas. Donc, c'était aussi... Tu n'avais pas d'image? Pas d'image, pas d'infos. C'était un peu... Comment on appelle un blind spot? Hein? Ça aussi, oui. Et puis, l'idée pour moi, c'était de travailler sur un projet qui existe déjà. C'est un projet qui est en fait une collection d'histoires où je recherche
la connexion entre paysage, mémoire et les sons, la sonorité. Et chaque histoire, dans chaque histoire, le son est protagoniste et nous parle un peu d'une autre façon, pas à travers les yeux, pas à travers les images, justement, de cette histoire. Donc, pour moi, l'idée, c'était d'arriver ici et commencer à chercher quelque chose pour ajouter à cette collection, cette archive d'histoire que j'ai déjà. Donc, le premier mois, c'était surtout connaître à travers la littérature, le cinéma, mais surtout à travers des rencontres avec des personnes. Shahinaz m'a présenté à beaucoup de monde. Puis aussi, j'ai connu mes voisins. On a aussi beaucoup parlé. Et après tout ça, je suis tombée sur une histoire de la radio à travers un essai que j'avais lu d'Ahmed Bejaoui qui parlait de la radio et de l'interdiction de vendre les radios et les piles de rechange aux Algériens pendant la guerre d'indépendance. Et pour moi, je ne pouvais pas croire ça, juste une pile, une petite pile, tu ne pouvais pas acheter. C'est quoi l'histoire derrière ça? Et ça, c'était un peu le début de la recherche. Puis, la chose que j'essaie de faire, c'est trouver dans les espaces, dans les paysages et dans les objets, des traces, des sons de la radio, de l'histoire de la radio, et essayer de photographier ça, et aussi d'ajouter quelques documentations qu'on peut regarder plus tard. Voilà. C'était Sawt al-Arab, c'est une radio de l'Égypte, où ils émettaient un programme radio qui s'appelait Sawt al-Jazair. Mais puis, il y avait aussi une radio clandestine en plusieurs occasions. D'abord en 1956, plus tard en 1959. Et ça, c'était la radio de l'Algérie libre et combattante. Et puis, il y avait aussi la radio française, la radio coloniale, qui s'appelait Radio Alger. Ils avaient tous un autre but, un autre objectif. Mais tous les sons, tous les radios de l'époque étaient vraiment aussi utilisés comme une arme de guerre, une arme de lutte. Et c'est cette force qui m'intéressait beaucoup. Et aussi de chercher les traces de cette force dans les espaces et dans le pays. Dans ton travail, il y a ce côté-là aussi, côté résistant aussi par rapport à une sorte de narration qui est posée par la radio et par la voix qui est transmise. Et on retrouve ça, ce côté narratif aussi par rapport à ton travail aussi, où il y a cette narration-là de toutes les mamans en fait que tu as pu peut-être rencontrer ou pour justement connecter au travail que tu présentes aujourd'hui. Et qui en même temps une sorte d'abstraction aussi qui est posée, mais en même temps quelque chose qui est de l'ordre social et qui est quelque chose de l'ordre du présent aussi. Donc si tu peux nous parler plus, que ce soit par rapport à la rencontre, par rapport au sujet même en fait, d'une manière, Oui. par rapport à l'expérience même, comment tu l'as vécu. Et moi en fait c'était le point de départ, c'était une tentative de vouloir travailler sur la notion du deuil et de la séparation de la mère de son fils, enfin de son enfant. Et quand je suis venue ici, j'ai fait une rencontre totalement hasardeuse d'une jeune fille qui s'appelle Naïla, qui a parlé de sa tante qui a justement perdu son fils suite à une traversée clandestine. Mais elle n'était pas au courant, donc elle a été informée une fois qu'on a retrouvé son corps. Et elle a plongé dans un état de deuil et en quelque sorte dans un état d'entre-deux parce qu'elle n'est pas très consciente du fait qu'il soit décédé. Et en même temps, elle garde encore des habitudes quotidiennes pour le garder en quelque sorte en vie, des sortes de mécanismes comme en exemple mettre une tasse de café pour lui pendant le matin, pour le petit déjeuner, parler de lui au présent. Et du coup, c'est une histoire qui m'a beaucoup frappée.
comment cette mère-là, c'est en quelque sorte son fils l'habite encore malgré qu'il soit parti. Et du coup, voilà, c'est une chose frappante. Donc, je me suis intéressée à la question de la harqa, de la traversée clandestine, qui est une question pertinente pour un peu tous les pays du Maghreb, notamment la Tunisie, le Maroc. Et en fait, j'ai aussi un cousin lointain qui est aussi parti en harqa, quoi. Et du coup, ça me touche que ce soit de près ou de loin. Donc, grâce à Shyness, j'ai commencé un petit peu à rencontrer des personnes qui sont habitées par ces récits, qui connaissent des personnes qui sont parties, des parents encore endeuillés, qui ne savent pas si leurs enfants sont encore, leurs fils sont encore en vie, sont décédés, sont emprisonnés. Donc il y a une énorme confusion et un mystère qui est toujours présent. Et c'est un sujet en fait qui est à la fois social, politique, parce qu'il y a aussi les gendarmes de la côte maritime qui sont aussi impliqués. Et des fois, en fait, ils sont là pour encore, on va dire, soit... j'ai bloqué. Ouais, bloquer, oui. D'une part, bloquer le départ de ces personnes-là, ou encore aussi, les pousser à se noyer ou à rendre encore leur voyage un périple puisqu'il l'est en soi. Donc c'est très fragmenté et il y a plein de personnes qui sont impliquées. Aussi ces familles-là, elles sont laissées à elles seules parce qu'il n'y a pas d'association qui est là pour les accompagner. J'ai essayé de contacter des gens il y a un porte-parole de ces familles-là qui se regroupent d'une façon très informelle pour justement faire bouger les choses, chercher des traces de leur fils, des informations, mais c'est complètement pas organisé ou voilà, il n'y a pas de structure pour ça, et qui est en soi très désolant parce que ils sont dans cet état d'attente, ils ne peuvent pas faire le deuil entièrement et il y a plein de personnes qui sont dans cet état-là. Donc j'ai même contacté une cinéaste qui a suivi le voyage d'une femme, Haraq, justement avec son enfant qui s'est noyé malheureusement. Donc elle a suivi tout son mouvement, mais elle a arrêté le tournage parce que cette femme-là est décédée. Donc il y a une pièce audio là qui est dans la chambre noire, où on écoute, elle dit qu'elle est tombée dans un état de dépression totale, qu'elle a arrêté le tournage, qu'elle est réellement traversée par cette histoire. Et à chaque fois qu'elle doit retravailler un peu les rushs, les chutiers, la plaie est réouverte en quelque sorte. Donc oui, c'est un sujet qu'on n'arrive pas trop à traduire par des moyens concrets, parce qu'il y a aussi une impossibilité d'accéder au récit. Des fois, tu trouves des parents qui ne veulent pas s'ouvrir et qui veulent garder cette histoire pour eux-mêmes, aussi parce qu'ils ne veulent pas se confronter à la réalité et dire qu'il y a une probabilité que leur fils soit mort ou voilà. Donc en fait ça a créé une petite frustration au début, mais je me suis rendu compte que c'est aussi un élément assez pertinent dans la recherche elle-même et que je pourrais l'utiliser comme outil de création et essayer de le traduire par les images, parce qu'il y a aussi le droit à l'opacité et le droit de garder ces histoires dans un coin intime. Et donc il faut vraiment
être dans une sorte d'accueil, mais faire attention à cette intimité-là, essayer d'aider ces personnes, mais ne pas non plus les brusquer et accepter leur temporalité. Parce que voilà, l'ouverture a sa propre temporalité, comme la temporalité de cette traversée-là, qui est très incertaine. Donc oui, ouais. Que ce soit Laura ou bien Yous aussi, quand vous parlez aussi de votre démarche aussi de recherche, il y avait la présence de Shaines qui était tout le temps là en fait, ou en grande partie là. Tout à l'heure on a parlé aussi de ton rôle de médiatrice qui peut être aussi assez spécial en soi, ou par rapport à cet équilibre-là, par rapport au temps de présence pour l'accompagnement. Donc si tu peux nous parler de toi, de ton parcours et de cette expérience du coup, de comment c'était cette expérience, on va dire humaine avec les deux artistes, mais aussi qu'est-ce qui a pu te marquer, si on peut dire ça comme ça. S'il y avait quelque chose qui t'a marqué, de bon ou mauvais aussi. Hein. Ok. Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Donc c'est Shaines Gir et voilà, comme Houari vient de me présenter, j'ai fait la médiation sur cette édition de résidence 2027, voilà. Et donc c'était une expérience... Pardon, la 27 résidence. 25. C'est la 7e. 7e. Donc par rapport aux anciennes... ما كاش تيغاري يقولوا. Et voilà, on va attendre que le monsieur gare sa voiture. On peut enchaîner aussi. Hein. On peut enchaîner. Donc c'est la première fois que GISER fait appel à des médiateurs, je pense, en résidence. Donc je me suis considérée aussi comme en résidence au fait, parce que j'ai appris beaucoup de choses avec Yousser et... On peut dire ça aussi. Et voilà, donc je disais avec Yousser et Laura aussi, j'ai appris énormément de choses. Par rapport à ta question d'expliquer un peu mon travail de médiatrice, donc c'est vraiment être là. Déjà, pour parler de mon parcours, pardon, j'ai toujours travaillé avec des artistes où je les ai accompagnés d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, une fois, je me suis définie comme étant sage-femme de projet culturel, parce que je n'arrivais pas comment expliquer mon travail. Et donc voilà, je suis un peu dans cette démarche au quotidien d'écouter, d'essayer de trouver des solutions, de chercher, Je suis méditerranéenne. Désolée. Et j'ai perdu le fil. En fait, moi je voulais juste, pour informer le public, que c'est la première fois que la résidence GISER, généralement, on a un artiste local. Ah, t'as fait. Ah, d'accord. Okay. Généralement, on sélectionne un artiste de chaque ville, Alger, Barcelone, Tunis. Et pour cette édition, on s'est dit que ça serait bien d'ouvrir le champ aussi pour les médiateurs culturels, sachant que c'est un nouveau métier en Algérie, qui, je pense que il rejoint parfaitement. C'est une pièce très importante dans la boucle, dans le mécanisme d'une résidence. Mais je voulais te poser une question. Ah, il était non, merci. Je voulais te poser une question, c'est par rapport à quels étaient tes outils par rapport à leur projet. Est-ce que tu as commencé directement à s'intéresser au projet de Laura après de Yousr et tu as vu, genre, ou plutôt c'était presque la même démarche et la même méthodologie qu'il y a avec la période d'adaptation et après où tu as évolué avec les projets des deux à la fois? Ouais. En fait, déjà, au début, pour postuler, il y avait déjà les artistes qui étaient choisis. Donc, on devait en même temps fournir un plan de médiation, une proposition de plan.
Donc on fait une proposition et après on adapte par rapport à la réalité et par rapport aussi aux besoins de l'artiste et de sa disponibilité. Parce que je peux venir imaginer de faire rencontrer les artistes résidents avec tous les artistes qui sont là ou avec tous les organismes qui existent ici, mais c'est peut-être pas beaucoup de temps, peut-être pas nécessaire, peut-être pas. Donc il fallait adapter. Donc c'est vrai que quand on lit le dossier d'un artiste au début, on a une idée, on se fait nos idées aussi. Par exemple, pour Laura, j'avais imaginé de l'emmener enregistrer des ambiances sonores différentes de différents paysages, parce que je pensais qu'elle était dans cette recherche-là de capter le son. Mais en fait, non, elle était dans une autre démarche. Donc il y a des choses que nous, à la base, quand on prépare le travail, on pense que ça va être de cette façon-là. Et après, il y a la rencontre avec les artistes. Et là, ça change. On a plus d'éléments, les choses s'éclaircissent. Et avec le temps, on va comprendre ce qu'elles cherchent, ce qu'elles veulent comme rencontre. Voilà. Il y avait aussi la deuxième démarche, c'était d'essayer. L'outil, c'était vraiment de rencontrer, d'aller dans les lieux culturels qui sont actifs ici à Alger et voir, par exemple, on est parti voir Khaled qui est là, qui avait aussi des résidents, donc c'était très très intéressant d'échanger avec aussi les artistes qui étaient en résidence. Khaled Bouzidi. Oui, Khaled Bouzidi qui est juste là. Donc voilà, les outils, je dirais, il y a beaucoup d'écoute. Je dirais que donc je dirais qu'il y a des discussions, l'écoute et aussi voir tout le temps les besoins de chacun. Donc je sais pas, vous pouvez peut-être me rappeler des choses, mais c'est être comme aussi j'ai beaucoup travaillé dans la production audiovisuelle et événementielle. J'ai toujours cette casquette de fournir les choses pour la personne avec qui je travaille, être là à trouver des solutions, des alternatives, des choses comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et on a essayé de mettre en place des réunions de coordination, mais après c'était devenu des discussions de coordination. On va profiter pour faire une petite pause musicale dans les différentes sessions de Taoula. Ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque fois demander aux artistes de choisir des chansons qui les touchent, qui leur parlent, qui sont liées au contexte, qui sont liées à l'émotion. Et donc du coup, on peut commencer avec Laura, du coup. Agua et Lara. Fase Nova. On fait comment? On écoute comment? On l'a pas. Laquelle de Laura? Oui. Non. Mais sur le GSM, on fait comment? S'il y a possibilité de la mettre. Oui, sinon, la cappella, ça peut être bien aussi. Elle s'est entraînée à chanter pendant son séjour en Algérie, donc elle pourra le faire. Résidence sonore. C'est juste le GSM, j'ai pas plus que ça. Taoula 27 en direct, merci.
Aula 27 de retour. Merci. Donc pour le merci et enchaîner les remerciements, on remercie la Chambre Claire surtout de nous accueillir ici. Et du coup on a Youssef Krach qui est avec nous. Et on est chez lui plutôt. Et la question est plutôt le pourquoi. Pourquoi accueillir des résidences? Pourquoi accueillir des artistes? Pourquoi le besoin de travailler dans le milieu culturel et l'artistique en Algérie? Et pourquoi maintenant? Pourquoi pas, je dirais, pourquoi pas. C'est-à-dire, il y a un espace, il y a des moyens qui existent et tout. Pourquoi ne pas les mettre à disposition des artistes locaux ou internationaux pour qu'ils puissent travailler sur cet environnement, découvrir ou pas un nouvel environnement. Donc je dirais voilà, pourquoi pas. Il y a tout ce qu'il faut pour faire ça. Il y a presque tout ce qu'il faut pour faire ça. On fait un peu avec les moyens du bord. Après, peut-être la deuxième raison, c'est de pouvoir, c'est-à-dire partager tout ce qu'il y a, partager ses idées, partager ses expériences avec des personnes de notre entourage. Donc, par exemple, là, on est entouré de bon monde. Il y a des nouvelles têtes, il y a des gens qui viennent peut-être pour la première fois découvrir l'espace, découvrir des œuvres, découvrir un quartier, découvrir. Donc, je pense que c'est un mélange entre les deux. Il y a déjà des trucs qui ont été faits, donc pourquoi ne pas les exploiter? Et en même temps, voilà, nous on découvre aussi, on découvre ce quartier, on le fait découvrir aussi. Pour revenir au quartier, là on est côté Belcourt, ouais. C'est ça? Ouais. Et donc c'est un quartier, si on peut dire ça comme ça, au Chabi. Mm-hmm. Et côté, on va dire vivant, où il y a de la vie partout. Et pourquoi le choix du quartier? Pourquoi ici? Voilà, c'est un peu par hasard. Je voulais un peu sortir du centre avec des douches Mourad, Télimli et compagnie. Donc je voulais partir ailleurs. Je voulais avoir un plus grand espace. Et donc dans des quartiers comme Belcourt ou la Bab el Oued, on peut avoir des espaces beaucoup plus grands et pour pas cher. Et puis j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver un espace. Et il y en avait plusieurs, et puis quelqu'un m'envoie vers quelqu'un d'autre, et puis à la fin je découvre cet espace qui était à la base un ancien cabaret et qui a reçu plusieurs activités différentes, artistiques ou pas. Et à la fin, nous on arrive, on hérite le lieu, et puis voilà. Et donc on hérite le lieu, et ce qui est génial ici, c'est que tout autour il y a beaucoup de trucs. C'est-à-dire ce qu'on n'arrivait pas à trouver forcément ailleurs. J'ai un peu l'impression que, par exemple, à Télimli, c'est un très beau quartier qui a les... D'après Walid, c'est le plus beau quartier d'Afrique. Non, je pense que c'est un très très bon quartier et tout, mais voilà, c'est-à-dire au bout d'un moment, c'est-à-dire on ne trouvait pas ce qu'on cherchait, quoi. C'est-à-dire pour acheter des trucs, il faut se déplacer, pour bien manger, pareil, alors que là, voilà, tu as tout. Et l'ambiance, et plus de stationnement, plus de monde, plus de bonne bouffe. Et par rapport du coup, par rapport à la résidence et par rapport à cette résidence-là, s'il y avait quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose qui rentre ou pas dans l'esprit Chambre Claire, mais qui rajoute peut-être quelque chose? Moi, j'ai l'habitude de partir ailleurs, justement pour être en résidence. Donc là, pour la première fois, c'est-à-dire pour moi, c'est une première expérience d'accueillir des artistes en résidence et d'essayer d'accompagner un programme. Donc pour moi, c'est une découverte, donc tout est nouveau pour moi.
Et c'est une expérience assez intéressante, assez particulière de voir des gens travailler sur notre entourage, sur le quartier ou pas, sur tout ce qui se passe autour de nous et tout. Et produire à la fin des œuvres, des réflexions, et les présenter à un public qui vient c'est-à-dire vivre tous ces moments-là, quoi. Donc voir le truc se construire dès le début, c'est-à-dire à la réception des candidatures, etc. Et puis voir comment chaque projet a été c'est-à-dire reçu et puis sélectionné, et puis c'est-à-dire on passe à une autre étape de recherche, etc. et d'écriture, et puis on voit à la fin c'est-à-dire le résultat de plusieurs réflexions accrochées sur des murs, posées sur des tables, etc. Je pense que le process est hyper intéressant à voir. Donc, pour changer de belle cour en allant vers côté Télémli, du coup. Et donc, Walid Aïdoud. On va finir avec cette polémique. Donc, le box 24. On va dire qu'il reprend une nouvelle vitrine, si on peut dire ça comme ça. Ouais, toujours à Télémli. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a une différence une transition entre le box 24 d'avant et le box 24 de maintenant? Est-ce que c'est une continuité? Est-ce que c'est la même chose? S'il y a une différence, oui, certainement. Bon, différence donc dans le sens de notre propre rythme, non, je pense pas. Mais je pense que c'est très important aussi de parler du contexte. Je pense qu'on n'est pas à l'abri, on ne peut pas travailler dans le milieu artistique avec, comment on appelle Hadouk Talaoud? Voilà, spécialement après tout ce qui se passe depuis le 7 octobre à Gaza, Palestine. On n'est pas loin, donc on est vraiment on est influencé directement par tout ce qui se passe. Après, bien sûr, on pourrait parler longuement sur les outils, les supports utilisés par les artistes, utilisés dans l'action artistique, qui se rapprochent. Maintenant, je pense que c'est aussi, on peut parler un peu d'engagement, ou je ne sais pas s'il a un sens aujourd'hui ou pas, parce que ça diffère. Mais le box, spécialement dans cette résidence, on a toujours opté pour diversifier, impliquer des structures d'art ici en Algérie et rester un peu comme l'accordeur de violon, comme Habchavi dit souvent. Donc ça, c'est important. Et penser toujours à ce qu'il y ait une continuité. Ça, c'est important. Une continuité, plus d'espace pour les structures d'art, les artistes et tout. Et créer ce climat. Le climat qui est très important, je pense, pour la pratique artistique et tout ça. D'où les résidences comme format d'art et tout. Je pense que c'est très important pour et les artistes qui viennent et les artistes locaux. Et le public aussi. Je pense aussi que depuis les éditions précédentes, donc Derna a assez d'éditions, spécialement avec la résidence Gisser, et tu vois que rien que pour les dossiers de candidature qu'on a reçus, c'est l'année 99, donc c'était énorme pour prendre que 6, non. Oui, 6 plus les médiateurs. Médiatrice, le Wasetat. Donc le box Mazel Fad si tu veux. Et l'espace aussi, oui, bien sûr, l'espace donne un peu d'orientation parce que la vitrine, c'est très important. Et ça change, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc d'habitude, on est dans des appartements et tout. Donc la vitrine, elle t'impose un autre comportement, une autre discipline, un autre vitrine, la plaque. Donc, mais peut-être aussi pour les personnes qui sont présentes et qui ne connaissent pas le Box 24, si on peut résumer les activités de Box 24, ce serait quoi?
Ah, Box 24. Voilà, l'esprit Box 24, ça serait Bon, quoi? Box 24, la case départ, c'était l'école des Beaux-Arts, d'où son nom. Déjà, Box 24, c'est 2 salles à l'école des Beaux-Arts. C'est un petit clin d'œil. En sortant de l'école des Beaux-Arts, on n'avait pas la prétention de créer une structure d'art on n'avait pas de manifeste, on était comme un groupe ou pas, on ne savait pas. Pour nous, le premier pas, c'était d'avoir un espace. Un espace où je dirais après. Et c'est une naissance, bien sûr, suite à un constat par rapport à ce qui se passait en Algérie, tout ça. Donc, et on s'est dit que plus on avance, plus les choses s'améliorent. Des fois, bon, souvent, mais des fois, ça bloque. On s'est cassé la gueule, donc pendant des années, parce que défaut de financement. Parce que pour être... Ça fait partie de la résistance aussi. Pour être indépendant, ça cache. Donc voilà. Et on a des activités, par exemple l'événement, en dehors de l'implication donc avec les résidences Gisser, on a l'événement Artifariti qui est la rencontre internationale des arts et des droits de l'homme au territoire du Sahara occidental. Des workshops, des résidences aussi, donc le format. Mais aujourd'hui, on est dans une autre forme aussi de pratique, c'est la production d'images via notre médium, la sérigraphie, avec un projet qui s'appelle Projet Image qui va être, si vous voulez, la base théorique de cette pratique. Créer une sorte d'économie circulaire autour de cette production où on peut s'autofinancer à travers l'art aussi. Donc c'est un peu ça l'ambiance, plutôt tout en gardant nos projets. Voilà. Très bien. Sur ça, on va faire une petite pause du coup, et ça serait du coup la chanson de Shahinaz, qui est... Ammar Boras, pardon, Karim Boras. Karim Boras, Palestine. La reprise de Zahi. Allah yabarak. Je pense qu'on n'a pas pu la télécharger tout de suite, mais on peut écouter autre chose. Mais, mais en fait, c'est une chanson de Ammar Zahi, qui est un chanteur chabi algérien, et ça a été elle a été reprise par Karim Boras, qui est un chanteur aussi de musique chabi algérien. Très bien, merci. Alors, imaginez que c'est la chanson Ammar Zahi. Du coup, ça, ce n'est pas Ammar Zahi du tout, non? En fait, non, ça c'est Tajmad, c'est le groupe Steps, Abdelhakim Steps, c'est un groupe aussi avec qui je travaille, qu'on salue, et voilà, donc j'avais choisi deux artistes avec qui je travaille pour faire de la promo des artistes, voilà. Taoula 27, on est de retour. Et c'est la fin de la pause musicale. Taoula 27, dans cette Taoula 27, on aimerait bien aussi entendre un petit peu le public. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent intervenir, qui veulent dire un mot, qui veulent questionner. Chanter. Coup de gueule aussi parce qu'on n'entend pas bien, coup de gueule parce qu'il fait chaud, coup de gueule parce que... Sinon ça peut être juste les impressions aussi. J'étais prise au dépourvu. En fait, déjà pour moi aujourd'hui c'est une découverte, c'est la découverte du lieu
du lieu de la chambre claire. J'en avais énormément entendu parler par Shahinaz et de par d'autres personnes, mais c'est la première fois que je viens, donc je suis agréablement surprise. Et agréablement surprise aussi du fait qu'il y ait autant de choses qui sont organisées autour de l'art en Algérie, ici, avec cette belle initiative de la résidence artistique Djesser qui relie un peu différents artistes de différents horizons avec des visions différentes et faire en sorte que leur cohésion ressorte quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est un plus aussi pour le peuple algérien. Enfin, ça permet aussi à des novices, à des profanes de découvrir un tout autre univers, voilà, et de s'intéresser, d'amener le public à intéresser le public à un domaine totalement différent qu'il ne connaît pas. Et du coup, voilà, je pense que j'ai trop parlé. Je vous remercie en tout cas et bravo à vous. Merci. Est-ce qu'il y a Des questions? La culture a besoin d'un déclic pour s'ouvrir. Pour l'instant, la culture algérienne n'est pas dans ses limites. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un déclic pour s'ouvrir sur la population. Il faut ouvrir ces salles sur la population à l'extérieur. Il faut ouvrir les portes. C'est comme ça il va y avoir un éveil intellectuel et culturel. On ne peut pas rester avec des portes closes comme ça et continuer à parler de culture. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais. Hein? On ouvre la porte. Les appeler les intéressés, viens goûter à la culture. En fait, on a l'habitude, depuis qu'on est installé dans le quartier. Oui. Dans ce quartier, on va démouvoir la culture, comme ça, ce rassemblement. Alors c'est pour ça qu'il faut un geste sur la population, sur les quartiers populaires. Il faut les intéresser. En fait, l'espace. Je sais pas moi, des salons publics dans la rue, il le faut. En fait, l'espace il est ouvert ici au public. Ouais. On fait par exemple chaque Eid une photo avec tous les gens du quartier qui viennent ici pour prendre des photos de l'Eid. Et à chaque fois quand il y a des personnes qui passent, on leur explique ce qu'on fait, ils viennent. Et depuis qu'on est là dans le quartier, on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la culture. Il faut ouvrir les portes. Il faut ouvrir les portes. À chaque fois, par exemple, lancer un slogan et essayer de matérialiser ce slogan par un discours, par des actes théâtrales, je ne sais pas, hein, par des chansons. Oui, et voilà. Et merci. C'est comme ça qu'il va y avoir... on va sortir le peuple algérien de cette léthargie-là qui sommeille en lui comme Hercule. Moi, sur ça, en fait, j'aimerais écouter en fait Sawt El Jazair si c'est possible. Est-ce que c'est possible de mettre ça? Comme ça, pour rester un petit peu dans... بما يملك من قوة مادية وعسكرية وسياسية يتلقى اليوم في الجزائر وعلى يد أبطال جيش التحرير وكل المناضلين الجزائريين يتلقى اليوم ضربات مميتة في الجبال في السهول في المدن والقرى والعواصم ولن تستطيع أي قوة مهما بلغت أن تمنع الشعب الجزائري أن يواصل زحفه المقدس. Donc Laura, si tu peux nous parler un petit peu de ce passage-là.
le fragment qu'on a écouté, c'est un fragment d'Aïssa Messaoudi sur la radio de l'Algérie libre et combattante. Il est connu comme la voix d'Algérie. Oui, c'est vrai, qui fait trembler le Gaulle. En fait, à l'époque, il y avait la radio clandestine. Et puis les Français avaient aussi créé une radio comme une copie de la radio clandestine, avec la même musique, la même annonce, mais ils n'avaient pas la voix d'Aïssa Messaoudi. Et c'est comme ça que les personnes savaient qu'ils n'écoutaient pas la vraie radio clandestine. Donc, il a travaillé dans plusieurs stations radio. On entend déjà, si on l'entend encore une fois, on voit les cheveux qui vont s'ériser. Oui, oui, oui. Je n'ai pas compris. Donc, j'ai pas bien compris. En fait, même si il dit que si on va l'écouter une deuxième fois, c'est comme si ça va nous donner, on va dire, une sorte de frisson. Oui, il y a une force dans sa voix. Ça tonifie les esprits. Hein. Ça tonifie les esprits. Ça dynamise aussi le peuple. Et parfois, ça rend des souvenirs, je vois aussi. Quand on entend une pareille voix comme ça. Ah, oui. Merci, Abdullah. Il ne faut pas la mettre au silence, comme ça, dans une tombe, pour la réveiller. Elle est là, réveillée. Ouais. Et donc là, après la Taoula, vous pouvez découvrir le travail de Laura qui est juste là. Donc, c'est un travail, c'est pas vraiment un travail, c'est pas une exposition en soi, mais c'est plutôt une sorte de matériau de recherche pendant ces 2 mois de travail, de résidence. Et puis il y a aussi le travail de Yousr qui est là et qui fait une sorte de parcours. Donc il y a de la photo, il y a de l'installation, il y a de la vidéo, il y a du son aussi dans la petite chambre. Et la connexion, on va dire, entre Laura et Yousr, c'est cette connexion-là aussi avec le paysage. Et si peut-être, Yousr, si tu peux nous parler par rapport à cette matérialité entre la représentation de l'enfant oui. Par les mamans, et pour elles qui voient cette représentation sous forme de pierre. Donc pourquoi du comment? C'est des rochers que j'avais récupérés de la pointe. Justement, l'endroit où le fils en question est décédé, il est parti de... Voilà, son point de départ, c'était la pointe. Et les pierres, ces rochers-là, c'est vraiment le dernier élément qu'ils ont laissé derrière pour justement partir retrouver leur rêve, en quelque sorte, ou l'espoir ou la promesse d'une autre vie. Et c'est l'élément concret qu'ils ont laissé derrière de cette disparition. C'est une sorte de tombe minérale qui cristallise matériellement cette perte-là, puisqu'ils sont restés dans une sorte de suspens et dans un état de présence-absence. Et du coup, la pierre ou la roche qui est juste à côté de la mer, c'est pour le retour à la terre, pour le besoin de se remémorer pour oublier, justement, faire le deuil et vivre sainement, si on peut dire ça comme ça, avec ces histoires. Donc c'est le retour au côté minéral, la transformation de ces histoires-là en une matière concrète, on va dire, qui est assez dense, qui a sa propre présence. Une pierre qui est là, elle a sa propre densité, sa taille. Et du coup, je l'ai posé un peu sur un tissu qui est tout le contraire des caractéristiques de la pierre. Ça ressemble un petit peu à la soie, en quelque sorte. Et donc, c'est pour faire cohabiter un peu le lourd avec le fragile, le sensible avec cette douleur-là.
Donc j'ai essayé un petit peu de cacher ces pierres parce qu'il y a des récits qui sont encore cachés, qui ne sont pas révélés. Donc j'ai fait un petit peu un jeu entre caché, révélé. Il y a aussi un travail par rapport à la taille, à la matérialité de la chose. Et j'ai trouvé que ça cohabitait bien avec l'espace parce que ça a aussi un petit côté très minéral, très naturel. Donc ça rentre bien dans l'atmosphère ici. Et en tout cas, moi je le vois comme ça, quoi. C'est une sorte de tombe imaginaire peut-être, de points de repère, de points vers lesquels on peut s'y rendre pour se rappeler de ces personnes-là ou bien de ces histoires qui restent en suspens. Donc au début, j'avais pensé à... J'avais l'intention d'être vraiment dans une optique un peu de documentaire, on va dire, montrer la chose telle qu'elle est, mais je me suis rendu compte que, en fait, la matière est là. C'est vraiment revenir au point de départ, la roche, le point de départ de ces personnes-là, et le point qu'ils laissent derrière. Donc ouais, ça m'a intéressée en tant que matière, on va dire, porteuse d'histoire. Ouais. Et dans l'esprit de la pensée ceux qui ne sont pas parmi nous et les absents, on a notre collègue qui devait normalement venir aujourd'hui, mais qui n'a pas pu être parmi nous, c'est Xavi De Luca. Donc grande pensée à lui et grand bonjour à lui du coup, ici. Et je profite juste aussi pour dire 2-3 petits mots aussi par rapport à Jisr. Et pour dire en fait que Jisr c'est une structure, mais c'est surtout en fait des personnes qui essaient de porter cette structure-là aussi. Et c'est des personnes qui sont dans différents territoires, que ce soit en Tunisie, en Algérie, en Espagne, mais aussi au Québec. Et on a une manière de travailler où on essaie en fait d'avoir une sorte de va-et-vient permanent et on ne pas être limité ni par l'espace du territoire, ni par l'espace... n'importe quel espace qui soit, n'importe quelle limite qui soit. Donc on essaye plutôt d'aller au-delà de ça, quand on peut. Ouais. Et aujourd'hui, on a Marta avec nous, qui est notre collègue aussi d'Espagne, où c'est sa première fois du coup ici en Algérie. C'est la première expérience d'Algérie. Première expérience hors d'Europe aussi. If you have something to maybe to share about your experience, your first experience here in Algeria. I think it's better in English, so maybe more people could understand. But it's interesting because you always work the residency in the distance. And it's interesting to be here with you, to see what you've been working on, to see also the space you've been working on. And regarding Algiers, it's really different from Spain. I expected that also, but in a good way. I mean, yeah. Like I've been enjoying it. The people is so nice. Everything is nice. So I hope I will be back someday. Je profite encore une fois pour demander en fait à ceux et à celles qui sont là si vous voulez intervenir, dire quelque chose, ce que vous voulez. Je me demandais juste s'il y avait un dialogue entre la vidéo qui a été présentée et l'installation qui est ici. Ouais. Je sais pas, je crois pas que vous avez parlé de la vidéo. Ou si, peut-être que je vous ai pas entendu, mais je me demandais s'il y avait un lien entre les deux ou. Oui, forcément. Enfin, elles sont complètement en lien. Enfin, c'est des vidéos que j'avais capturées aussi de la pointe. Et c'est un mouvement de vagues qu'on n'arrive pas forcément à déceler dès la première vue. En fait, je les ai filmées comme ça en flou, exprès, parce que je voulais aussi que cette question de deuil ou bien de séparation, elle dépasse aussi
l'enjeu de la harqa est qu'elle puisse inclure d'autres sujets en quelque sorte. Et aussi c'est un peu flou parce que j'ai parlé aussi du concept de droit à l'opacité. Et le droit à l'opacité aussi, c'est le droit de ces personnes de garder les récits pour eux, de ne pas tout partager, parce que j'ai voulu prendre contact avec certaines familles, parler directement à des mamans, mais il y a eu beaucoup de refus. Et heureusement qu'il y a eu aussi des personnes qui ont accepté de parler avec moi, mais ce sont deux éléments qui font partie du sujet, donc il faut tous les deux les accepter, les accueillir, en prendre soin. Et aussi accueillir le fait que ces personnes veulent garder ces récits pour eux et ne pas les dévoiler à tout le monde parce que c'est de l'intime, c'est de l'ordre de l'intime, c'est assez personnel. Et en plus, il y a des noms qui ne sont pas révélés. Il y a aussi cette volonté de ne pas faire face forcément à la réalité aussi. D'où l'utilisation du flou, mais on peut voir un petit peu que ce soit dans la couleur, la texture et tout, qu'il s'agit aussi de ces pierres qui sont aussi posées par le sol. Donc il y a une conversation entre l'image représentée, l'image matérielle en quelque sorte, la matérialité de l'image, et j'ai voulu vraiment créer une sorte de conversation entre les deux, qui converse aussi par la suite avec en quelque sorte l'image sonore. Oui, c'est l'idée de créer une sorte de traversée entre les deux espaces. Donc oui, je crois. Je vous en prie. Et je vais me permettre de rajouter un petit peu aussi, par rapport au son aussi. Youssef avait partagé aussi cette volonté aussi de créer une sorte d'immersion aussi. Une immersion à partir de l'imagination et l'imaginaire aussi. Donc encore plus il y a l'impact et la force de l'image qui est présente, mais la force aussi de l'écoute et du son en fait qui transporte. Et c'est un petit peu dans le même esprit aussi de ce qu'elle a fait Laura aussi par rapport à cette connexion-là, par rapport à comment se détacher du paysage et se connecter directement au son. Parce qu'il y a la question du témoignage aussi, je crois, qui est là-dedans. Oui. Et ce que vous disiez au départ par rapport au recueil de tous les récits. Oui. Et du coup, je me demandais si au son, est-ce qu'il y avait du coup la présence de ces témoignages, est-ce qu'ils étaient floutés, trompés Non, j'ai pas. Il y a eu un traitement, une espèce de traitement, disons. Non, c'est des personnes qui ont accepté d'être interviewées, de parler, donc j'ai eu leur accord, mais j'ai pas forcément retravaillé la... Vous n'avez pas travaillé avec? Non. J'ai juste réintroduit des espèces de sonorités qui sont révélatrices de certains récits. Par exemple, on peut aussi écouter des bruits de pierre. Et ça, c'est anecdotique par rapport à une histoire. En fait, c'est l'histoire de Haraga qui se sont fait écraser, malheureusement, parce qu'ils se sont posés sur des rails en France. Et en fait, durant leur harqa, ils ont consommé des drogues pour que durant cette traversée-là, ils ne se réveillent pas, ils se retrouvent au beau milieu du large et donc ils sont rattrapés par la peur, et donc l'effet de ces drogues-là a un petit peu duré dans le temps et ils se sont endormis sur les rails et ils se sont fait écraser. Donc j'ai un peu capturé le bruit de ces pierres un petit peu. Le bruit de l'écrasement, c'est glauque, mais... Comment ? Le bruit de l'écrasement aussi. Oui. Ouais. Et en fait, c'est un petit peu une pièce audio qui est, si je peux dire, un peu naturelle, pas retravaillée. Il y a des discordances un peu dans les sons, mais j'ai voulu aussi garder le côté brut de l'histoire. Ouais. Donc on a un ami de Shahnaz qui a perdu son ami justement, la cinéaste qui a perdu la femme qu'elle suivait pour son film, et une journaliste qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et qui est un petit peu frustrée parce qu'elle n'arrive pas, parce qu'en fait, il y a une sorte de, comment dire, de, 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 de,
le journal où elle travaille, ils demandent toujours des faits réels, des preuves. Et elle se disait pourquoi pas aussi écrire des récits sur les disparus, de ceux qui sont un peu restés dans un état de suspens. Donc j'ai un peu tramé ces voies-là pour retranscrire ces émotions, ou, ouais, les faits ou l'émotion qui est... Ouais, enfin c'est des traces quoi. Qui ouais. restent. Ouais. Et en fait, surtout comment les personnes comment elles vivent ces histoires, qu'elles soient impliquées directement, indirectement. Ouais. Merci beaucoup, merci. Pour ce partage. Merci à nos artistes, merci à la médiatrice, merci à ceux qui nous accueillent à Alger. Et merci au public d'être présent. Et on vous invite du coup à déambuler un petit peu entre les différents matériaux ici. Et n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et surtout, d'aller vers les artistes. Merci encore et au plaisir. Au revoir.